Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Ray-Lefebvre. Je suis journaliste au journal Le Monde et je suis depuis longtemps, au moins 17 ans, les questions de logement et d'exclusion et de pauvreté au journal Le Monde, à la fois sur le plan politique, social et économique. Je suis ravie que les Journées de l'économie de Lyon s'intéressent au logement. Il y a effectivement un intérêt renouvelé au logement comme question économique, à la fois depuis la crise de 2008 qui donc est venue de l'immobilier et qui interpelle les régulateurs bancaires pour surveiller qu'on n'est pas dans des dérapages d'endettement et donc qui voit ça d'une surveillance bancaire. Et puis aussi, de plus en plus d'économistes, de sociologues s'intéressent à la question du logement et de son abordabilité, comme on dit à l'Union européenne. On commence à mesurer un peu les dégâts sociaux que cette flambée des prix, en tout cas qu'on connaît en France, fait sur le logement. C'est aussi des dégâts économiques, ça pèse aussi sur la compétitivité d'un pays. Le coût du logement pèse aussi sur la compétitivité du pays. C'est l'un des atouts de l'Allemagne. Et donc, on est dans l'actualité, voir aussi quelle politique du logement peut être menée pour combattre cette cherté du logement, ces dégâts à la fois économiques et sociaux. Et puis vous savez qu'en ce moment, le gouvernement a dévoilé ce qu'il appelle sa stratégie logement, qui pour l'instant met une forte pression sur les organismes HLM pour qu'ils baissent leur loyer d'1,7 milliard sur 21 milliards, ça fait à peu près 8% de baisse des loyers qui vont être imposés aussi au HLM à partir du 1er janvier 2018. Le gouvernement faisant le diagnostic que la politique du logement en France coûte cher et n'est pas efficace puisque nous avons 4 millions de mal logés. Donc on va aborder ce problème de l'efficacité de la politique du logement. Et je vais commencer par passer la parole à M. Rémi Loca, qui est chargé d'études à la Banque de France, qui a plutôt une vision macroéconomique, même si sa mission n'est pas la surveillance bancaire, c'est quand même une des préoccupations de cette institution qui participe à la régulation bancaire. Et puis après, on s'intéressera au prix du foncier, qui est la grande spécialité de M. Jean Cavaillès, de l'INRA, l'Institut de la recherche agronomique. Alors on peut s'interroger que vient faire l'agronomie dans la politique du logement, mais du foncier, enfin de l'agriculture au foncier, il n'y a qu'un pas que M. Cavaillès a franchi. Et puis après, on va s'intéresser aux prix locaux de l'immobilier, du logement et de leur influence, et de leur suggestion aux infrastructures de ce transport avec M. Wasmer, qui est professeur à Sciences Politiques. Et puis après, on aura un bilan à grands traits de la politique du logement française, avec peut-être aussi des petites incidences européennes, sur est-ce que cette politique est coûteuse, que l'on dit coûteuse, est-elle aussi inefficace que cela. Et puis bien sûr, alors Madame Anne Lambert, qui était prévue, n'a pas pu venir, elle s'en excuse, et comme je pense qu'on est dans une configuration pas trop énorme, on pourra prendre des questions après chaque intervention. Alors il y a deux modes pour poser les questions, soit en téléphonant par SMS, mais j'ai pas le téléphone, soit en levant la main, ce qui est une façon simple aussi
de poser des questions. Voilà le téléphone. Vous pouvez aussi poser des questions par SMS qui ont l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas, d'être anonymes. Voilà, peut-être que ça peut libérer certains. Alors donc, sans tarder, oui, alors juste un mot, oui, moi, les questions de logement, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très très longtemps. Et je suis vraiment contente qu'il y ait des chercheurs, et il faut encore qu'il y en ait d'autres qui s'intéressent aux aspects économiques, sociaux, peut-être culturels du logement. Bien, merci beaucoup. Donc, je suis Rémi Leca de la Banque de France et j'ai préparé cette présentation avec Simon Ray. Donc, je ne vais pas m'exprimer au nom de l'institution, hein, je m'exprime en mon nom propre, et je vais faire un point en fait sur où en est le marché immobilier français, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 2000, et terminer par la question quels outils avons-nous désormais pour faire face à une bulle immobilière. Donc, où en est le marché immobilier français? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit qu'il y a eu deux spécificités du marché immobilier français depuis les années 2000, de ces évolutions. Donc tout d'abord, on a eu une augmentation très forte des prix immobiliers, donc jusqu'à la crise, et la correction par la suite, en revanche, a été limitée, ce qui n'a pas été le cas dans de nombreux autres pays. Ensuite, au moment où ces prix immobiliers accéléraient très fortement, au début des années 2000, on n'a pas eu de boom de la construction. Et en revanche, on a une construction qui a été, sur laquelle a pesé la crise par la suite. Donc, autre élément, donc, ce qui a contribué à cette résilience du marché immobilier français après la crise, c'est qu'on a une capacité d'emprunt qui s'est inscrite en hausse, qui a été soutenue par la baisse notamment des taux d'intérêt, et une politique, mais on reste sur une politique d'octroi de crédit des banques qui est prudente, et donc des niveaux d'endettement, comme on va le voir, qui sont plutôt plus faibles que dans les autres pays. Alors que faire face à une bulle immobilière? S'il y avait une bulle immobilière qui se présentait, eh bien on a un nouvel outil, on va le voir, qui s'appelle la politique macro-prudentielle. Donc tout d'abord, nous avons ici les indices de prix immobiliers, donc en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Espagne, donc en base 100 en 2000. Alors que voit-on par rapport à la France? Alors, en France, les prix immobiliers ont très fortement augmenté depuis 2000, donc ils ont augmenté de 80% jusqu'à la crise. Ce n'est pas une situation qui est exceptionnelle. On voit que l'Espagne, l'Irlande ou le Royaume-Uni sont dans ces ordres de grandeur-là. Aux États-Unis également, il y a une forte hausse des prix immobiliers, mais de 40% ici. Alors, cette situation n'a pas été mondiale. Hein. On voit par exemple que dans d'autres pays avancés, ici l'Allemagne, les prix immobiliers ont baissé. Alors, qu'est-ce qui explique cette hausse des prix immobiliers sur cette période? Bien spécifiquement dans le cas de la France, on peut avancer différents arguments, et notamment, donc, il y a eu un mini baby-boom, donc il y a eu du soutien démographique, mais surtout, il y a eu une baisse des taux d'intérêt et un allongement de la durée des crédits immobiliers qui a solvabilisé la demande. Donc ça fait partie des éléments d'explication. Alors, maintenant, si on passe après la crise, ce qu'on constate, c'est que l'ajustement français est très spécifique. On voit que, globalement, il y a eu des petites vagues, disons, mais que les prix immobiliers sont restés globalement assez stables, un peu en dessous du niveau maximum atteint en 2008. Et qu'actuellement, donc, ils sont en phase d'accélération, mais là, on a une singularité française, hein, qui est cette stabilité en nominal des prix immobiliers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si jamais on avait effectivement une bulle immobilière donc en 2008, hein, si jamais on avait eu aussi un rôle de la spéculation, on a progressivement donc une érosion de cette bulle via l'augmentation des prix, des autres prix, via l'augmentation des revenus, hein, qui progressivement va diminuer le coût relatif du logement en France. Alors, autre spécificité française, donc ici on a un indicateur sur la construction, donc l'investissement résidentiel, pareil en base 100 en 2000,
Donc ce qu'on voit, c'est que dans d'autres pays, on a eu des booms de la construction beaucoup plus forts qu'en France. Hein, on voit notamment, c'est le cas de l'Espagne ou c'est le cas de l'Irlande. Donc en France, on a eu, dans les années 2000, une accélération relativement modérée du logement, ce qui, d'un côté, est positif parce qu'on voit que les pays où l'accélération était très forte ont connu une correction par la suite également très forte et qui a eu un impact majeur sur leur économie, sur leur croissance. Mais cette accélération faible aussi fait que, en pratique, la construction a peu réagi à cette augmentation des prix et n'a pas rééquilibré le marché. On n'a pas eu l'offre a moins réagi que dans d'autres pays à l'augmentation des prix. Alors qu'est-ce qui se passe après la crise? Eh bien en France, on a un investissement résidentiel qui reste néanmoins très faible et c'est un des canaux d'impact de cette crise, du coup, sur la croissance. Hein. Ce très faible investissement résidentiel a pesé sur la croissance française depuis la crise et accélère actuellement, accélère juste récemment. Alors ici, on a un indicateur qui est la capacité d'emprunt des ménages. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien donc, on voit combien un ménage peut emprunter, compte tenu de son revenu, des taux moyens qui existent sur le marché et de la durée initiale des prêts. Donc je voudrais souligner l'importance de cette durée parce qu'on voit qu'à des niveaux de taux relativement bas, si la durée initiale sur laquelle on peut s'endetter augmente, on va pouvoir emprunter plus. Et c'est un mécanisme qui a été important au début des années 2000 pour solvabiliser la demande et qui a entretenu donc la hausse des prix. Alors qu'est-ce qu'on voit sur la période après la crise? Donc on a cette capacité d'emprunt des ménages qui augmente assez fortement après la crise. Et ceci n'est pas dû au revenu des ménages, hein, c'est le bleu, vous avez ici, c'est le bleu plein, qui reste assez stable. La contribution donc, du revenu des ménages reste assez stable. C'est principalement les évolutions qui sont imputables aux conditions de crédit qui ont permis cette hausse de la capacité d'emprunt. Alors, qu'est-ce qui constitue ces conditions de crédit? Eh bien ici, on a deux choses. D'une part, on a les taux des crédits immobiliers, donc qui ont fortement baissé jusqu'à des taux vraiment historiquement très faibles. Donc on a cette baisse des taux des crédits immobiliers. Pour ce qui est de la durée des crédits, donc on voit qu'elle avait fortement augmenté dans les années 2000, c'est le graphique de droite. Ensuite, elle s'est plus ou moins stabilisée, mais à un niveau qui reste élevé, et donc qui contribue également à la solvabilisation des ménages pour l'achat d'un bien immobilier. Alors, ensuite, quelles sont les conséquences en termes de stabilité financière? Quelles sont les conséquences en termes d'endettement des ménages? Alors, ce qu'on voit, c'est le premier graphique en haut. On a ici le taux d'endettement des ménages en pourcentage du revenu. Donc, on voit sur la courbe bleue en France que ce taux d'endettement a progressé, d'abord très fortement dans les années 2000. Depuis la crise, il continue à progresser, même si c'est sur un rythme un peu plus faible. Néanmoins, on voit que la France se situe plutôt plus bas que les autres pays représentés ici, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, donc au même niveau actuellement que l'Allemagne ou l'Espagne. Alors, en dessous, on a un graphique qui représente le service de la dette. Qu'est-ce que c'est? C'est donc les intérêts, les échéances d'intérêts payées sur le revenu. Alors, de la même manière, la courbe en bleu, c'est la France. Donc, on voit une progression juste avant la crise, une stabilisation depuis la crise et, sur la période récente, une légère baisse. Donc, comment expliquer ces évolutions? Donc, on a une augmentation de la dette et pourtant, les échéances de prêts restent stables. Eh bien, c'est justement cette baisse des taux d'intérêt et cette durée d'emprunt élevée qui est parvenue à contenir le service de la dette. Donc, de ce point de vue-là, c'est un élément plutôt rassurant, hein, surtout en comparaison avec les autres pays, pour la France. Alors, et ce qu'on peut remarquer de manière générale, c'est que les banques françaises, par rapport à d'autres banques, d'autres pays, ont plutôt une pratique d'octroi de prêts qui est prudente parce qu'elles se fondent d'abord sur la capacité des ménages emprunteurs à rembourser leur emprunt. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, nécessairement aux États-Unis et au Royaume-Uni, où la banque est garantie d'abord par le bien qu'elle finance,
qu'elle pourra saisir de façon facile en cas de défaut, et du coup va beaucoup plus regarder la valorisation de ce bien et l'évolution du marché immobilier. Les banques françaises vont beaucoup plus regarder la capacité du ménage à rembourser. Et de ce point de vue-là, on arrive avec des taux de défaut sur les crédits immobiliers qui sont faibles, et dans les dossiers de surendettement donc, que traite la Banque de France, il y en a très peu qui arrivent motivés donc, par des crédits immobiliers qui ont été octroyés de façon donc, trop lâche. Alors, néanmoins, sur la période récente, donc le Haut Conseil de stabilité financière qui va suivre les questions donc, de stabilité financière, dont fait partie le gouverneur de la Banque de France, suit de près donc, le marché immobilier, parce qu'on a quand même vraiment sur 2016-2017 une accélération de l'activité, accélération des transactions, accélération des prix immobiliers. Donc on a une progression du crédit qui a été soutenue en 2016, et un assouplissement de certaines des conditions de octroi de crédit, donc avec un ratio entre revenus et dettes, et des taux d'apport qui sont plus lâches qu'auparavant. Alors, que faire face à une bulle immobilière? Si jamais se développait une bulle immobilière en France, qu'on la diagnostiquait, quels seraient les outils à notre disposition? Donc, depuis la crise, un nouvel outil est apparu, c'est la politique macro-prudentielle. Donc, auparavant, on avait donc la politique macroéconomique, donc la politique monétaire et la politique budgétaire, mais qui ne sont pas forcément bien adaptées pour réagir à une dérive dans un secteur particulier. S'il y a une bulle sur le marché immobilier et que par ailleurs le reste de l'économie a une croissance plutôt stable, ces politiques ne seraient pas adaptées. On a la politique microprudentielle, c'est-à-dire la surveillance banque par banque, assurance par assurance, par exemple. Donc ça, c'est un autre outil, mais pareil, si jamais on a une dérive qui concerne tout le système, la politique microprudentielle n'est pas forcément adaptée. Donc, depuis la crise, un nouvel outil est apparu, la politique macroprudentielle, qui a pour but de limiter le risque systémique. Alors, qu'est-ce que c'est que le risque systémique? C'est-à-dire un dysfonctionnement du système financier dans son ensemble, et qui conduit à une dégradation de sa capacité à remplir ses fonctions, c'est-à-dire l'offre de services financiers, et qui au final a des conséquences macroéconomiques, conduit donc à une crise, et à plus de chômage. Donc, quels sont les outils de cette politique macroprudentielle? Donc, des communications et des recommandations. Donc ça, c'est la première étape. Des analyses régulières qui sont parues et qui mettent l'accent sur tel ou tel marché, tel ou tel problème, et éventuellement des recommandations aux acteurs qui s'imposent à ces acteurs, mais également des instruments qui peuvent être contraignants. Donc il peut y avoir des instruments visant les conditions d'octroi de crédit, donc décider de règles sur le ratio de prêt, le montant du prêt sur le revenu, sur le service de la dette sur le revenu, ou même sur la durée initiale du crédit. Mais surtout, donc, des instruments qui vont viser le prêteur, les banques. Donc c'est la définition de coussin de fonds propres. Et alors qu'est-ce que c'est que ces coussins de fonds propres? Ça veut dire mettre plus que les banques soient contraintes de mettre plus de fonds propres face à leurs risques, ce qui veut dire que les actionnaires seront plus engagés, ça va réduire l'aléa moral, et ça va conduire donc à freiner le crédit. Et un durcissement des exigences prudentielles de façon générale, donc les exigences de solvabilité, sur les grands risques, sur la liquidité, toute la batterie donc, dont dispose en France le Haut Conseil de stabilité financière. Voilà, donc je voulais commencer donc, par ce point un peu macroéconomique sur la situation du marché immobilier français. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc une crise qui a été spécifique en France parce qu'il n'y a pas eu de correction très marquée comme dans d'autres pays des prix immobiliers, parce qu'il n'y a pas eu de boom de la construction non plus, et qu'on voit qu'il y a eu un rôle important des éléments, des facteurs financiers, des taux d'intérêt, de la durée des crédits, sans que pour l'instant on ait d'alerte forte donc, sur le service de la dette ou les taux d'endettement en France. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
préciser le montant des fonds propres. Qu'est-ce qui a changé dans le montant des fonds propres? Alors, c'est les fonds propres des banques, oui, donc pas, c'est pas des emprunteurs. Donc, il y a un durcissement. Alors, là, donc je parlais de la politique macroprudentielle, donc c'est des interventions qui sont ponctuelles. C'est-à-dire, si jamais on diagnostique tel ou tel problème, à ce moment-là, on va demander plus de fonds propres aux banques. Donc ça, c'est le premier point. Et par ailleurs, on a un durcissement quand même des règles de solvabilité suite à la crise. D'abord, il y avait BAL 3 qui était en cours, et donc il y a eu de nouvelles réglementations par la suite. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un renforcement des fonds propres face aux dettes immobilières que les banques consentent. Oui, c'est de quantifier ce renforcement. Oui. Deux. Mais je n'ai pas ce chiffre en tête. Alors de toute façon, c'est par rapport au risque pondéré, c'est-à-dire qu'on regarde dans le bilan, on pondère chaque actif en fonction de son risque, c'est-à-dire qu'on considère que tel prêt va être plus risqué et du coup va avoir un poids plus important, va demander plus de fonds propres. Donc ce pourcentage de toute façon est exprimé face à un actif qui est pondéré. Voilà. Alors là j'ai trois questions. Il y en a une qui porte sur en France, la construction est beaucoup subventionnée. Est-ce que ça pèse sur les graphiques? Peut-être qu'on va laisser cette question un peu plus tard. Et il y a une question, qu'est-ce qu'une bulle immobilière? Et est-ce qu'il y a d'autres outils que la prévention macroprudentielle pour prévenir les bulles immobilières? Alors, moi, je compléterais, qu'est-ce qu'une bulle immobilière? Et est-ce qu'en France, on est à la veille d'une bulle immobilière? Est-ce qu'en France, on est dans une zone de risque? À la fois pour les banques et aussi pour les gens, parce que les gens, c'est un peu important aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'une bulle immobilière? C'est quand les prix augmentent parce que les agents anticipent qu'ils vont continuer à augmenter. C'est-à-dire qu'on se déconnecte complètement des fondamentaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les fondamentaux? Qu'est-ce qui fait les prix immobiliers? Normalement, ça va être le revenu des ménages, ça va être les taux auxquels ils vont pouvoir emprunter, et ça va être l'offre de logement. Donc on a ces différents fondamentaux qui vont faire les prix immobiliers, mais si jamais on a une dynamique de spéculation qui se met en route, et que les gens achètent de l'immobilier uniquement parce qu'ils anticipent que les prix vont continuer à augmenter, qu'ils vont pouvoir faire une plus-value, dans ce cas-là, on est dans une situation de bulle. Alors, est-ce qu'on est actuellement dans une situation de bulle en France? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a eu cette composante au moment de la crise. Maintenant, actuellement, donc comme je le disais, il y a certaines accélérations du marché, donc c'est quelque chose qui est suivi, mais il n'y a pas d'alerte majeure non plus sur ce secteur ou sur les prix. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y a cette dynamique d'anticipation qui se met en place en France, mais c'est quelque chose qui est très suivi. Est-ce qu'il y a d'autres outils que la politique macroprudentielle pour prévenir les bulles immobilières? Bien, alors c'est normalement donc la politique macroprudentielle qui est la plus adaptée, parce que la politique macroprudentielle va pouvoir cibler le secteur de l'immobilier. Maintenant, les politiques structurelles ont un rôle très important à jouer sur donc la réglementation du secteur du logement va avoir un rôle très important à jouer. On voit que dans l'accélération des prix en France au début des années 2000, on a quand même eu le fait que la construction n'a pas beaucoup réagi, n'a pas contrecarré, n'a pas été entraînée par ces prix. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été entraînée? Il y a sans doute des questions liées simplement au fait qu'il y a des contraintes physiques, qu'il y a des zones qui sont très tendues et difficiles de construire, mais il y a également toute la réglementation de la construction, des permis de construire, les plans d'occupation des sols. Et tout ça, également, ça peut jouer sur la dynamique d'une bulle immobilière. Parce que si jamais on a une offre de logement qui réagit, dans ce cas-là, ça peut contrecarrer la bulle immobilière. Oui, disons que c'est vrai que la politique macroprudentielle telle que vous l'avez décrite, elle s'intéresse aux banques,
mais qu'effectivement, il y a des instruments sur la politique du logement qui peuvent être mis en œuvre. Il y avait quand même dans votre graphique un pays comme l'Allemagne qui apparaissait atypique dans la mesure où il n'a pas connu d'augmentation des prix immobiliers, pourtant il est dans le même contexte financier européen de baisse des taux, etc. Alors, comment peut-on expliquer cette situation atypique des Allemands? Alors, et en plus, ils sont relativement endettés. C'est ça que je n'ai jamais bien compris, moi. Alors, comment ils peuvent être endettés sans être propriétaires et sans avoir eu d'augmentation des prix? Alors sur la situation de l'Allemagne, un point qui est important, c'est qu'il y a eu la réunification et qu'on a donc une offre de logement qui a été... on a des logements vacants, notamment à l'Est, il y a un stock, donc qui va peser sur les prix. Et par ailleurs, on a une structure donc, en termes de ville, d'habitat, qui fait qu'il y a moins de zones tendues qu'en France. Je crois que c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer l'évolution un peu singulière de l'Allemagne. On a également le fait... Qui est en train de changer. On voyait effectivement que ça accélère. Et les prix augmentent beaucoup dans quelques villes allemandes en ce moment. Des loyers et de ventes. Ouais. Oui, on expliquait ça par une démographie pas très dynamique, ce qui n'est plus vrai maintenant avec la vague de migrants qu'ils ont. Et on voit que les loyers dans les grandes villes augmentent à un taux très, très rapide, mais enfin, le logement en Allemagne reste peu cher par rapport à chez nous. Oui, excusez-moi. Est-ce qu'il y avait encore une question? Oui, pardon, excusez-moi. Pas de souci. On assiste à un... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Okay. En fait, je dirais que le marché immobilier en France, les graphiques, moi j'aime bien, mais je trouve que ça uniformise complètement la situation. Et en fait, on se rend compte en France qu'il y a un marché à deux vitesses. Il y a le marché des métropoles, Paris, Bordeaux, Lyon, etc., qui est en marché qui est, moi je ne sais pas, peut-être en ville immobilière, et le reste de la France, on va dire, des endroits comme la Creuse, etc., et tout, ou à l'inverse, les logements vacants, il n'y a rien, il n'y a personne, et, pardonnez-moi l'expression, il y a tous les vieux qui émitent. Oui. Donc la question c'est, est-ce que justement, est-ce que le marché en France, est-ce que le marché des métropoles, etc., est une situation d'anomalie, même de surchauffe? Est-ce que le marché des métropoles est dans une situation d'anomalie, voire de surchauffe? Est-ce que c'est en situation de surchauffe? Alors, sur les différences régionales, M. Wasmer en parlera, mais vous avez parfaitement raison, hein, il y a plusieurs marchés, c'est d'ailleurs toute la difficulté de voir le logement d'un point de vue macroéconomique, c'est que le logement, c'est local. Est-ce que dans les métropoles, il y a une situation de surchauffe? Je vais développer ce point dans mon intervention. La réponse est oui. La réponse est oui. Et moi, je voulais juste... on dit que l'endettement des Français est contrôlé, parce que là aussi, il y a une espèce de mise à plat qui aplatit un peu les choses. Quand on raisonne en pourcentage du revenu disponible, c'est le revenu disponible de tous les Français. Et c'est ce que je vous disais, en fait, en France, il y a un ménage sur deux qui n'est pas endetté, qui a zéro dette, ni crédit à la consommation, ni crédit immobilier. Et donc, quand on voit les graphiques, on compte les gens qui ne sont pas du tout endettés. Et si on focalisait sur les gens qui sont endettés, notamment pour l'achat d'un logement, je pense qu'on aurait peut-être plus de soucis à faire sur la solvabilité et la soutenabilité à long terme de leur budget. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y a des enquêtes donc, qui regardent de façon très précise effectivement cette distribution, et tout à fait, c'est bien évidemment pas uniforme. Alors, simplement, la Banque de France, après, a les dossiers de surendettement, donc quand il y a un problème, et de ce point de vue-là, les dossiers de crédit immobilier ne sont pas les dossiers qu'on voit ressortir. C'est sur d'autres voilà, schémas. un outil de régulation, c'est effectivement
la règle sur les surendettements des dossiers qui sont effectivement gérés par la Banque de France. Écoutez, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la question foncière avec monsieur Jean Cavaillès de l'INRA, qui donc, en tant qu'ex-agronome, je dirais, s'est beaucoup intéressé aux fonciers et aux zones périurbaines. Vous nous direz ce que c'est que les zones périurbaines. Oui. Et pourquoi l'INRA s'intéresse au prix du foncier. Bonjour d'abord. Le diaporama, s'il vous plaît, serait utile pour supporter l'intervention. Et je vais faire une intervention qui, en fait, va prolonger la dernière question et un certain nombre de développements, de Rémi Leca. Si on peut avoir le diaporama, ça serait utile. Et vous allez voir que mon point de vue va être complémentaire, mais différent du précédent, en ce sens que, par rapport à un phénomène compliqué comme l'augmentation des valeurs immobilières, il n'y a jamais une explication monocausale. On a toujours effectivement un certain nombre d'aspects qui contribuent à cela, et je vais en éclairer un qui ne sera pas la politique du crédit ou la politique macroéconomique, qui sera plutôt un éclairage par l'économie urbaine et l'économie géographique. Alors, pourrait-on avoir le diaporama, s'il vous plaît? Il faut que la technique suive, sinon nous allons être un peu coincés. Il faut décompter quelques instants de mon temps de parole. Mais j'ai pas le diaporama. Ah, il arrive, voilà. Et donc, l'objectif de mon intervention sera de vous montrer que dans la hausse des prix immobiliers, le foncier joue un rôle assez fondamental, et du coup ça amène à des instruments d'action qui sont un peu différents. Alors j'ai commencé à vous dire que mon cadre théorique ne sera pas celui traité par Rémi Leca, parce que je savais bien qu'il parlerait effectivement de la politique du crédit et de la politique macro-prudentielle, que ça sera plutôt effectivement un cadre d'économie urbaine et d'économie géographique, dans lequel les prix s'explique par la démographie, le revenu, le coût des migrations alternantes, et pour l'économie géographique par ce qu'on appelle les économies d'échelle, c'est-à-dire plus c'est gros, moins les coûts fixes pèsent dans l'ensemble, et les économies d'agglomération, c'est-à-dire les facteurs qui tendent effectivement à regrouper des entreprises et des ménages dans des grandes métropoles. Et pour cela, je vais faire rapidement une petite analyse à la fois factuelle et théorique, et je continuerai sur ma dernière diapo sur quelques propositions de modification. Alors, je ne m'arrête pas longtemps, effectivement, sur la flambée des prix de l'immobilier. Vous l'avez ici à gauche, dans un graphique, je dirais, à la Thomas Piketty, dans lequel il s'agit de la part de l'immobilier dans le revenu national brut. Et vous voyez qu'on est passé de moins de 300% dans les années 70 et 80 à quelque chose qui dépasse 500% dans les années 2000. Ça, c'est de la macroéconomie des comptes de patrimoine de l'INSEE. Vous avez à droite un graphique qui est à peu près équivalent, qui grosso modo montre qu'il y a eu un doublement des prix à partir de données qui sont des données microéconomiques. Alors, l'intérêt de la présentation par l'INSEE dans les comptes de patrimoine, c'est que, vous le voyez sur le graphique de gauche, on peut décomposer cette valeur patrimoniale de l'immobilier en deux composantes, qui sont la valeur des constructions, c'est-à-dire le béton, etc., qui apparaît en noir, et le foncier qui supporte ces constructions, qui apparaît en rouge. La valeur des constructions a un peu augmenté, mais guère plus vite que l'indice des prix de la construction. Et par contre, vous voyez l'explosion, c'est-à-dire la vraie flambée, elle est là. Elle est dans l'augmentation des valeurs du terrain sur lequel se opèrent les constructions. On est passé en gros de 50% du revenu national dans les années 70 et 80 à quelque chose qui doit être de 250% dans les années 2000. Donc on a une multiplication par 5 de la part des terrains dans le prix de l'immobilier. Alors, c'est de la macroéconomie des comptes de patrimoine. Vous avez à droite un graphique qui dit à peu près la même chose à partir de données microéconomiques sur le prix des terrains à bâtir des maisons individuelles. Donc, le premier message que je voulais transmettre, c'est l'augmentation des prix de l'immobilier, c'est l'augmentation du prix du foncier, comme premier élément.
Et c'est ça dont il va s'agir effectivement de rendre compte, cette fois-ci en donnant un éclairage d'économie géographique et d'économie urbaine. Alors, je ne vais pas développer l'économie géographique, c'est maintenant une littérature très vaste à laquelle le nom de Paul Krugman est attaché, mais qui, pour aller très vite, la baisse des coûts de transport internationaux se traduit par une mondialisation, et la mondialisation a des effets différents pour les grandes métropoles. Je ne parle pas de métropole au sens administratif du terme, je parle des grandes aires urbaines, dans lesquelles on a des économies d'agglomération, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, le marché pour les entreprises des grandes métropoles, c'est au moins un marché européen, sinon un marché mondial. Et on a également, du côté de la consommation, des gens qui, dans les métropoles, vont trouver de la variété des biens, vont trouver de la sociabilité, des activités culturelles, etc., importantes. Et à l'inverse, mais je ne vais pas le développer dans mon topo, une situation différente pour les villes moyennes et petites. En gros, il y a celles qui sont en crise pour les mêmes raisons de mondialisation, parce qu'elles sont victimes de la concurrence des pays émergents. Vous en avez d'autres qui sont satellisées par les grandes métropoles, et puis vous en avez qui sont protégées de la concurrence parce qu'elles ont des aménités, etc. Alors, le résultat de ça, je l'examine d'abord en termes de création d'emplois. Ici, vous avez une typologie dans laquelle en noir apparaît donc ce que l'INSEE appelle l'aire urbaine de Paris. C'est pas l'Île-de-France, ça va jusqu'à 100 km de Paris à peu près. C'est des endroits dans lesquels les gens font des migrations alternantes depuis leur domicile jusque vers Notre-Dame, jusque vers le cœur de Paris. Vous avez en rouge foncé ce que j'appelle les aires urbaines millionnaires en habitants. Donc vous avez leur liste sur le diaporama, il y en a 6. En rouge, celles qui sont semi-millionnaires, il y en a une dizaine. Puis apparaît en jaune des aires urbaines plus petites, entre 250 000 et 500 000 habitants, et en vert le reste de l'espace. Et alors vous voyez sur les créations d'emplois qu'il n'y a pas photo, c'est-à-dire que dans les aires urbaines millionnaires et semi-millionnaires, depuis 1999 jusqu'en 2011, on a une augmentation d'à peu près 20% des emplois. Ailleurs, c'est au mieux 5%. C'est pour l'ensemble de la période. Pour l'ensemble de la période. Mais vous voyez que c'est en gros 4 fois plus que dans les autres types d'aires urbaines, sans parler de celles qui sont en vert et qui ont perdu. Le résultat de cette création d'emplois, qui est le résultat direct en fait de l'économie géographique et de la mondialisation, c'est qu'en termes démographiques, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous avons la même typologie que précédemment. Simplement, je rajoute une distinction, c'est qu'en rouge foncé apparaissent les aires urbaines dans leur périmètre inchangé de 1999, et en orange, l'extension de ces périmètres vers leur périphérie. Et vous voyez que là aussi, effectivement, on a une croissance des emplois, de la démographie d'environ 20% dans les grandes aires urbaines, contre au maximum 10% dans les autres. Et vous voyez également que pour les grandes aires urbaines, à peu près la moitié de cette augmentation démographique se fait par extension plus que par densification. Alors l'extension, ça va m'amener effectivement à dire 2 mots sur la périurbanisation. Le périurbain, c'est un espace mixte, agro-résidentiel. On a à la fois des habitants et des agriculteurs et de la forêt. Et ici, je vais l'illustrer, on a ce que j'appelle une mixité par morceaux. Vous avez une carte d'un village qui est très près de Dijon, dans lequel en gris, vous avez le village actuel. En couleur chaude, rouge, vous avez les zones qui sont définies par le plan local d'urbanisme comme les zones d'urbanisation future. Et puis en jaune, c'est l'agriculture, en vert, c'est la forêt, en violet, c'est une zone d'activité artisanale et en bleu, c'est des étangs. Et donc, en fait, on limite par ça, par le plan local d'urbanisme, ce qui peut être construit. C'est ce que j'appelle ici une mixité par morceaux et qui se traduit, qui est recherchée en fait à la fois par les entreprises, parce que ça réduit les coûts. Le coût foncier est moindre, même les coûts de salaire sont moindres, et ça maintient une bonne accessibilité, donc les économies d'agglomération. C'est également recherché par les ménages pour les mêmes raisons de réduction des coûts fonciers, et en même temps pour la recherche d'un cadre de vie qui est plus vert. Alors, pour modéliser, je le dis en quelques mots, ce type de situation, on a recours à l'économie urbaine. Vous avez ici l'économie urbaine, c'est fondamentalement un équilibre entre la distance, quand je me déplace de D1 à D2 sur l'axe horizontal, il faut que la rente foncière baisse de R1 à R2 pour que les ménages retrouvent à peu près le même niveau d'équilibre, et donc ça se traduit en rouge par un gradient de rente foncière qui diminue du centre vers la périphérie jusqu'à ce qu'on arrive à la frontière F de la ville, qui est la limite avec la zone agricole. Ce cadre de l'économie urbaine, il fonctionne très très bien en fait avec le périurbain. C'est-à-dire que nous avons ici la ville en rouge,
puis des petits villages qui sont les bâtons rouges qui apparaissent vers l'extérieur, mais à cause des pluies, celui que je vous ai présenté, il y a des zones interstitielles en vert qui sont des zones agricoles et dans lesquelles il est interdit de construire. Et le trade-off, l'équilibre est le même, c'est-à-dire que quand je passe d'un point D1 dans la ville vers un village en D2, j'ai le même gradient, c'est-à-dire que la même diminution de rente foncière, la courbe de la rente foncière est identique, mais elle est par morceaux à cause de l'interdiction de construire. Et ceci se traduit par un caractère malthusien des plans locaux d'urbanisme. Je vous interroge, j'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire malthusien ? Alors, malthusien, ici, donc ça vient de Malthus. C'est entendu dans le sens d'une limitation qui provient d'une réglementation et pas du marché. C'est-à-dire qu'on casse en fait le fonctionnement normal du marché en interdisant aux gens d'aller habiter dans les zones vertes. Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe quand on a des migrations à la fois de population et d'entreprises vers les grandes métropoles ? Eh bien, pour les grandes métropoles, il se passe ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces migrations se traduisent par un déplacement vers le haut de la courbe de rente foncière parce que l'espace constructible est toujours limité, mais il y a plus de monde. Et donc la loi de l'offre et de la demande fait qu'à la fois dans la ville et dans le périurbain, eh ben, les prix augmentent et vous avez un déplacement vers la droite de la frontière qui amène à construire un nouveau village. Et donc on a un résultat en fait dans lequel, qui est inverse à celui que viserait le choc de l'offre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une baisse de la rente foncière et des valeurs, on a une augmentation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation ? Je vais vous proposer un des outils, un des leviers possibles parmi d'autres. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une recette miracle, sinon c'est bien une recette miracle, on la connaîtrait déjà. Mais une des recettes que nous indique l'économie urbaine, c'est qu'il s'agit de relâcher la contrainte de constructibilité sur les terres qui sont les plus près des villes. En l'occurrence ici, vous avez en violet des terres qui jusque-là étaient non constructibles et qu'on décide d'ouvrir à la construction en relâchant une zone agricole du plan local d'urbanisme. À ce moment-là, les gens vont aller habiter là. Vous allez avoir plus d'espace foncier qui va être constructible et le résultat va être double, c'est-à-dire que vous allez effectivement faire baisser la rente foncière partout et vous allez rapprocher la frontière vers la gauche, c'est-à-dire vers l'origine. Alors, donc ici, ça veut dire concrètement, dans mon plan local d'urbanisme précédent, que ce qui était en jaune devient constructible. Laissons de côté la forêt, mais on ouvre la construction, ce qui était en jaune. Quels sont les effets de ça ? Sur les effets environnementaux, évidemment, on réduit les émissions de gaz à effet de serre, puisque les gens vont pouvoir se loger plus près, donc avoir moins de transport vers le centre des villes. Pour les terrains, c'est un peu contradictoire parce qu'on relâche la pression foncière vers l'extérieur, vers la frontière du périurbain. Par contre, on l'accentue évidemment vers l'intérieur. Donc c'est difficile de savoir s'il y a un gain ou un gain net ou perte de terres agroforestières. Et par contre, donc, on va évidemment perdre les aménités vertes que recherchent les ménages. Le plus important, ça va être en fait les effets sociaux. Il y a des perdants et des gagnants, comme dans toute mesure politique. Les perdants, ça va être évidemment les propriétaires, à la fois dans la ville et dans les villages, puisque leur rente baisse, leur valeur immobilière va baisser. Ça va être du coup les maires qui ne vont pas être réélus, leurs électeurs ne seront pas contents, et vous avez des agriculteurs qui vont perdre des plus-values d'anticipation d'urbanisation. Et les gagnants, ça va être les locataires, les no-accédants, plus quelques agriculteurs. Les conséquences, c'est que vous avez beaucoup de perdants et pas beaucoup de gagnants. Donc c'est une politique qui n'est pas populaire, et si vous la décentralisez en la faisant décider localement, eh ben, ça ne marchera pas. Il faut que la décision soit prise à un niveau suffisamment central pour qu'elle soit possible. Dernière transparence sur les conclusions. Alors je répète, il ne s'agit pas de proposer une recette miracle. Encore une fois, il y a toute une série d'autres politiques qui sont possibles, mais ça renvoie aux questions qui étaient posées sur les différenciations entre les zones tendues et les zones détendues. Si on veut créer un choc de l'offre immobilière dans les zones tendues, il faut créer un choc de l'offre foncière en accroissant l'offre de foncier dans ces zones-là. Et c'est mon deuxième message important qui toujours traite du foncier. Il n'a rien de très original, c'est-à-dire que pour ceux qui ont fait un peu d'économie, on sait depuis Ricardo, David Ricardo, que le foncier capitalise en fait tous les facteurs d'hétérogénéité de l'espace dans les rentes foncières et dans les prix. En économie urbaine, on sait depuis un contemporain de Ricardo, qui est moins connu, qui est Von Thunen,
que l'accessibilité, c'est le facteur essentiel de l'hétérogénéité de l'espace, et donc ça se traduit en fait par une tendance historique. D'ailleurs, Thomas Piketty, qui est un auteur très à la mode, illustre ça très bien dans le capitalisme du XXIe siècle, à l'augmentation des rentes résidentielles liées à l'augmentation de la population, à l'augmentation du revenu, à la baisse des coûts de transport. Et qui dit augmentation des rentes résidentielles dit augmentation des valeurs immobilières. Aujourd'hui, dans les comptes de patrimoine que je vous ai présentés, la valeur du terrain représente la moitié de la valeur de l'immobilier. Et cette progression historique, cette tendance historique peut être combattue en désirant la contrainte foncière et donc en ouvrant de nouveaux terrains à la construction. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le choc de l'offre, ça doit plaire à M. Macron, qui nous promet un choc de l'offre. On l'attend un peu, enfin moi je suis un peu sceptique sur son choc de l'offre, mais est-ce qu'il y a des questions j'ai des questions un peu, est-ce que les banques pourraient financer les étudiants pour qu'ils se logent, mais c'est pas... Je comprends, oui, allez-y. Est-ce que la pratique de télétravail, on va dire de travail à distance, pourrait quand même modifier, si vraiment une pratique généralisée dans les secteurs privés et publics, est-ce que ça pourrait pas modifier quand même ces études et ces comportements? Oui, alors je redis la question pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Est-ce que le télétravail, le travail à distance, ne peut pas modifier ses règles économiques en s'affranchissant de la distance, quoi? Alors évidemment, j'ai simplifié de manière presque outrancière. Je n'ai pas introduit le taux de vacances des logements, enfin plein d'autres choses qui seraient très importantes. Mais sur cette question-là, la réponse est à la fois oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le télétravail, la flexibilité des horaires, la réduction historique du temps de travail permet d'être moins attaché à un piquet comme une chèvre par rapport à son lieu d'emploi. Mais par contre, les gens sont toujours aussi demandeurs de centralité dans la consommation. C'est-à-dire qu'effectivement, l'attrait des restos, des lieux de sociabilité, d'une architecture historique de qualité, etc., fait que les gens aiment bien les villes-centres, peut-être pas pour y habiter, parce qu'il y a de la pollution et d'autres nuisances importantes, mais pour y aller. Et donc on garde quand même effectivement des mouvements de migration vers les villes-centres. Oui. Madame, oui. Quand on regarde un bien immobilier, je pense que je ne vais pas tromper, au bout de 30 ans, la plus-value, on est exonéré d'impôts. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas faire l'inverse? Plus on garde un bien immobilier, plus il est imposé, alors qu'à l'heure actuelle... Alors, vous avez raison, mais l'impôt sur la plus-value ne joue pas pour les résidences principales. Donc, dans la stratégie logement de Macron, il inverse effectivement la fiscalité sur les terrains à bâtir. C'est-à-dire que plus vous vendez rapidement, moins vous êtes imposé. Mais uniquement sur les terrains à bâtir et non pas sur les biens immobiliers. Mais la plus-value, elle joue que sur les résidences secondaires. Ça enlève quand même pas mal de... C'est une bonne chose d'inverser, parce que ça va libérer le terrain. On espère. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs aspects. Bon, d'une part, effectivement, cette plus-value de rente foncière qui est donnée gratuitement à des propriétaires et qui vient simplement de la nature peut être considérée comme quelque chose d'anormal et que la société devrait récupérer. C'est le point de vue de beaucoup d'économistes, y compris des économistes comme Walras, qui n'était pas un économiste très libéral quand même, a proposé la nationalisation des sols pour éviter ça. Mais il y a une deuxième dimension dans votre question, qui est qu'on a un marché foncier immobilier qui est insuffisamment fluide. C'est-à-dire qu'on a, en particulier parce qu'il y a des droits de mutation sur les biens onéreux, on a en fait, et puis parce qu'il y a des coûts de déménagement, parce que quand on est dans le secteur social, on a du mal à en sortir, etc. On a toute une série de raisons qui font que les gens restent trop fixés sur leur logement, même quand la situation n'est pas pour eux optimale.
parce que les enfants sont partis, parce que le lieu de travail a changé, etc. Et donc ça produit des effets économiques négatifs, c'est-à-dire qu'il faudrait fluidifier le marché foncier, par exemple effectivement en supprimant les DTMO, enfin les droits de mutation sur les droits sur les mutations immobilières à titre onéreux, on améliorerait en fait le bien-être de la société en ayant un marché foncier dans lequel les gens bougent davantage, un marché immobilier dans lequel les gens bougent davantage. Donc c'est pas que la question des plus-values, quoi. Une dernière question avant. Plus fort que Singapour ou à Hong Kong, je ne sais où, vous avez des tours, il y a un problème de foncier évidemment, parce que les gens doivent être près de leur lieu de travail et vivent dans un poste, dans un logement. Et pourquoi on ne ferait pas ça à Paris ou à Lyon? À Lyon, on commence à avoir des tours de l'habitation, parce que la plupart du temps, les tours qui ont été construites, notamment à la Défense, c'était des tours de bureaux. Alors, moi, je suis contre le fait d'avoir cet étalement urbain, périphérique, on a des fonciers, allez hop, on utilise, mais on a des terres de culture. Quand je vois à Saclay, je ne suis pas une économiste, hein, mais quand je vois à Saclay, on a mis des hectares de terre pour faire le Grand Paris. Bon, il faut s'arrêter. À un moment, il faudra bien, parce qu'on nous explique qu'il faut aller chercher des cultures dans la forêt ou dans d'autres terres plus loin, mais l'idée c'est quand même de pouvoir se nourrir avec ce qui est autour de nous. Voilà, donc vous êtes pour la densification. Je note que Paris est l'une des villes les plus denses du monde, presque autant que Hong Kong. Paris est une ville extrêmement dense. Vous demandez à Google densité des villes et vous verrez que Paris est peut-être la deuxième ou la troisième ville la plus dense du monde. Et la densité, oui, mais elle a aussi des inconvénients en termes de pollution, d'embouteillage. À un certain moment, elle est quand même contre-productive. Alors, deux aspects par rapport à ça. D'abord, il faut distinguer le court terme et le long terme. Sur le court terme, les marchés, ça donne des signaux quand même qui sont importants. Les prix de l'immobilier et du foncier des terrains à bâtir ont augmenté de manière considérable, je l'ai montré. Le prix des terrains agricoles n'a presque pas bougé. Donc ça veut dire que les tensions entre l'offre et la demande ne sont pas les mêmes sur l'un et sur l'autre. Mais ceci est de très court terme, c'est-à-dire que le marché n'anticipe pas l'avenir lointain, évidemment. Si on veut aller un peu plus loin, il faut savoir qu'on construit maintenant des immeubles collectifs de plus en plus bas. On est à moins de 3 étages. Dans les années 1970, on était à plus de 6 étages. Donc on a divisé par 2 la hauteur des immeubles. Et ceci est aussi le marché. Les promoteurs, ils font ça effectivement parce que le coût augmente avec la hauteur et de plus en plus avec les réglementations thermiques, sécuritaires, etc. qu'il peut y avoir. Donc là aussi, il faut quand même regarder effectivement ce que dit le marché. Et donc si on veut densifier en faisant des tours résidentiels, il faut savoir qu'on va faire augmenter les prix. Et alors après, reste le long terme qui est beaucoup plus imprévisible, qui est pour les générations futures, dans 50 ans, est-ce qu'on aura suffisamment, effectivement, pas trop de terres agricoles, parce que ça, j'ai pas trop d'inquiétude, mais de patrimoine en vert, je dirais, qui est aussi bien pour la promenade, pour l'esthétique, pour les paysages, etc. Et là-dessus, le débat est très ouvert, et l'économie n'a pas grand-chose à dire. Bon, maintenant, je passe la parole à M. Wasmer, dont les préoccupations sont assez proches et qui va compléter l'approche locale. Bonjour à tous. Effectivement, il y a des préoccupations qui sont assez proches. Je vais partir du même point de départ, mais peut-être en attendant d'ailleurs que les transparents arrivent. Il se trouve que je suis enseignant à Sciences Po à Paris et que dans mon institution, on a des personnels qui ont des salaires qui sont finalement par rapport au reste de la France assez élevés. 1,5 fois, 2 fois, 3 fois le SMIC, mais qui ne peuvent pas vivre à Paris, intramuros. Et qui font pour les journalistes. Qui font des temps de transport, c'est vrai au Monde aussi, qui font des temps de transport qui font 1h30, 1h45 le matin, autant le soir, et dans des conditions qui sont compliquées, puisque c'est souvent aux heures de pointe, donc c'est pas très agréable le transport aux heures de pointe. Il peut y avoir des arrêts, des interruptions de service, des problèmes de raccordement, des grèves. Et quand on vit aussi loin, c'est pénible. Moi, je l'ai fait pendant un certain temps. Je l'ai fait de Lille à Paris. Je l'ai fait aussi dans d'autres agglomérations. Et du coup,
le temps de transport plus les problèmes d'inconfort à l'intérieur du transport, c'est compliqué. Et donc du coup, quand on s'est intéressé à ces questions d'immobilier, on s'est dit on ne peut pas négliger cet aspect que c'est effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, dans les grandes agglomérations que vous avez le problème de prix du foncier, que dans les petites villes, les campagnes, c'est un tout petit peu plus facile, mais il n'y a pas forcément non plus l'offre locative qui correspond, et qu'au fond, il y a une dimension spatiale qui est évidente dans ces questions d'infrastructure et de prix du logement. Alors ici, vous avez quelques graphiques qui vont défiler, qui sont assez proches de ce qui a été dit, avec un petit éclairage complémentaire. C'est l'évolution des prix de l'immobilier, en corrigeant de la qualité, c'est l'indice du prix corrigé de différentes mesures de qualité, et qui est passé en gros pour l'ensemble de la France. La France, en moyenne, c'est cette courbe ici qui est au milieu, en mauve, est passée d'un indice à peu près 40 à un indice à peu près 120, donc c'était multiplié par 3 sur la période qui est considérée ici, depuis 1996. Vous voyez que cette évolution a été assez spectaculaire et que c'est en région parisienne que les prix ont le plus augmenté. Ici, j'ai mis Lyon. Et puis ici, vous avez d'autres agglomérations, Marseille et puis les grandes agglomérations. Mais globalement, on a effectivement cette tendance inéluctable à la concentration de l'activité économique dans les grandes agglomérations. Le déclin de l'agriculture puis de l'industrie fait que de facto, c'est au centre des agglomérations que la valeur ajoutée est créée et que du coup, les gens doivent vivre pour participer à cette activité économique. Une chose qui est très intéressante à noter, j'espère pouvoir revenir en arrière parce que je suis passé un slide truc, voilà, non. Ici, vous avez une comparaison entre deux grandeurs économiques intéressantes. En rouge, c'est les prix de l'immobilier et en bleu, ce sont les loyers. Ils sont tous les deux rapportés aux revenus disponibles c'est pas une mesure qui est complètement indépendante de la critique qui a été faite tout à l'heure par Isabelle sur le fait qu'on ne considère pas forcément le revenu moyen des ménages quand on doit considérer ces questions de prix et de ce que ça coûte réellement aux individus. Mais en tout cas, comme première réflexion, c'est intéressant de voir que ce sont les prix qui ont augmenté et que les loyers rapportés aux revenus sont restés plutôt constants. Ils ont augmenté aussi, ils ont augmenté trop vite dans les agglomérations. Ils ont augmenté aussi plus vite pour les nouveaux baux que pour les anciens baux. Là, c'est une moyenne des anciens et des nouveaux baux. Donc, il y a plein de petits biais méthodologiques qui sont intéressants à souligner. Mais ce qui est frappant, et c'est plutôt inquiétant si on pense en termes de bulles, de voir que les prix ont augmenté beaucoup plus vite que les loyers. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est que quand les prix augmentent plus vite que les loyers, c'est un peu comme quand les prix des actions augmentent plus vite que les dividendes. Ça veut dire qu'à un moment, il y a peut-être une potentielle déconnexion entre la valeur de l'achat et puis ce que ça rapporte pour un bailleur qui est de mettre en location le logement. Alors évidemment, ceci oublie un aspect qui est la politique macro-prudentielle. Les taux d'intérêt sur la période ont baissé, les conditions de crédit se sont assouplies, les durées de crédit ont augmenté, etc. Donc au fond, l'écart entre la courbe rouge et la courbe bleue qui peut traduire un risque de bulle est peut-être en partie lié à ces conditions de crédit. Néanmoins, c'est quand même une situation intéressante. Et par ailleurs, l'augmentation de la courbe rouge, c'est l'augmentation des prix d'immobilier, ça fait des gagnants et des perdants. C'est-à-dire que les gagnants sont ceux qui sont déjà propriétaires. Et les perdants sont peut-être ceux qui vont acheter pour devenir propriétaires, mais en même temps, si les prix sont élevés, ils savent que c'est une réserve de valeur. Donc voilà, c'est une partie intéressante du problème à considérer. Oui, la grande différence, c'est effectivement l'accès au crédit. C'est l'accès au crédit qui a poussé les prix de vente à la hausse. Alors c'est une grande partie de l'explication. On n'a pas, je posais la question à Rémi tout à l'heure, quelle est la fraction de la politique de crédit qui explique cette hausse des prix? On n'a pas de réponse, mais c'est une grande partie. Le loyer, vous ne pouvez le payer qu'avec votre revenu. Donc les loyers sont plus corrélés aux revenus. Alors je rajouterais même une chose, c'est que l'accès au logement locatif n'est pas toujours facile non plus, parce que les propriétaires ne sont pas particulièrement désireux de louer à des gens qui sont en CDD, qui n'ont pas de situation stable, qui n'ont pas les revenus pour faire face à la hausse des loyers. Donc tout ça est effectivement la même chose. Alors, ici je reviens au principe de qu'est-ce qui fait le prix. Et là, je vais mélanger les prix et les loyers volontairement, mais on va les redécomposer après. C'est effectivement la théorie classique, alors Ricardo, Van Thunen, Marshall, Alonso, Mousse et Mills, donc qui ont tous compris que la valeur de l'immobilier, en fait, c'est la résultante de différentes forces qui ont été détaillées précédemment, mais qui ont trait au coût de déplacement. Imaginez-vous vivre dans une agglomération. Si vous pouviez vous transporter instantanément d'un point à l'autre de l'agglomération, eh bien vous ne seriez pas obligé de passer 1h15, 1h30 dans le transport, et donc vous pourriez en fait vivre en périphérie de l'agglomération sans coût supplémentaire.
Et en fait, j'ai le même graphique que celui qui était passé tout à l'heure, donc c'est bien, ça se complète bien. Vous avez ici l'agglomération avec son centre, ce qu'on appelle de façon technique le CBD, Central Business District, l'agglomération, la périphérie de l'agglomération, et puis ici la rente agricole. Et en fait, ce qui fait ce gradient de prix, ce qui explique que les prix sont élevés au centre, eh bien, c'est ce qu'on appelle les coûts de transport généralisés. Si vous pouviez vous transporter instantanément de ici au centre, eh bien, cette courbe-là serait plate et il n'y aurait pas d'écart de loyer ou de prix entre le centre et la périphérie. Mais comme ça coûte cher en temps, en argent et peut-être aussi en fatigue, en désutilité d'un point de vue technique, ce qu'on appelle les coûts de transport généralisés, ben, les gens sont prêts à payer cher. Et alors ça suggère une politique à laquelle on ne pense jamais quand on parle du coût du transport, que du coût du logement, c'est que en fait des infrastructures publiques qui permettent de transporter les gens de façon fiable, peut-être aussi avec des caméras de sécurité qui empêchent qu'on se sente en insécurité dans les transports. Quelqu'un qui travaille et qui doit rentrer chez soi après 21h, 22h, c'est pas toujours amusant. Et donc les gens sont en fait concrètement prêts à payer très cher pour vivre plus près du centre et éviter cette insatisfaction. Et on a tous fait l'expérience peut-être à un moment ou à un autre. Ça c'est intéressant et ça suggère donc que une politique de transport, en fait, va pouvoir desserrer une partie de la contrainte foncière parce qu'elle va permettre d'acheminer des gens d'un endroit à l'autre, peut-être sans qu'ils soient prêts à payer très cher pour être au centre. Alors à ça se greffe une autre problématique qui est que le marché du logement, c'est pas un marché unique, c'est un marché qui est en fait l'accumulation de plein de petits segments. Un des segments, c'est l'achat et la vente, mais tout le monde ne peut pas acheter. Un autre secteur, c'est le secteur locatif privé, donc il y a des gens qui vont arriver dans une agglomération et qui vont pouvoir se loger, peut-être d'ailleurs pas tous. Et puis il y a un marché où les prix sont contrôlés. Ça va être le secteur social qui représente en fait à peu près la même taille que le marché locatif privé. Et puis les anciens baux, des gens qui sont dans les lieux depuis quelques années et qui en fait ne payent pas le prix de marché parce que le loyer n'a pas été revalorisé à la hauteur du prix du marché. Tant mieux pour eux. Je suis un de ces locataires qui bénéficient du fait que les loyers n'augmentent pas aussi vite que celui des nouveaux baux. Ça fait en fait une juxtaposition de marché qui empêche en fait le fonctionnement du marché du logement, ce qu'on appellerait en concurrence pure et parfaite. Alors ici, vous avez un graphique qui est intéressant. Ça fait partie de travaux qu'on a fait pour la Société du Grand Paris pour essayer de comprendre comment les infrastructures de transport pouvaient affecter le prix de l'immobilier au centre de Paris et en périphérie. Vous avez en rouge, c'est la même courbe que tout à l'heure, la courbe qui reflète en fait les coûts de transport généralisés dans l'agglomération parisienne et qui font que si on vit près du centre, eh bien on va avoir des loyers plus élevé que quand on vit dans la périphérie. Mais en fait, c'est la moyenne de différentes situations. Et ces différentes situations, c'est celles qui sont dans le secteur privé libre et le secteur privé régulé. Et la courbe qui est ici, c'est en fait l'augmentation des loyers dans le secteur dit à prix administré. Et vous vous en doutez, dans le logement social, les loyers varient, mais ne varient pas aussi vite que dans le secteur privé, dans le secteur libre, en termes de rapprochement du centre de Paris. Alors pour y donner un aspect concret à ça, je vais arriver à une étude que j'ai faite pour le Grand Paris avec plusieurs co-auteurs qui s'appelle l'impact du Grand Paris Express sur le marché du travail et le marché du logement. On s'est intéressé à ces gradients de loyer et de prix dans les différents parcs. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes quand on réfléchit à ces questions. Alors c'est un petit peu compliqué à lire, je vais essayer de vous décrire rapidement. Alors à gauche, ce sont les prix payés par tous les agents de l'agglomération parisienne. On a collecté ça avec seloger.com, avec différentes organisations qui possèdent des prix. Et à droite, c'est les moyennes par commune, donc c'est beaucoup plus facile à lire. Dans les trois parcs qu'on va considérer ici, qui sont le secteur locatif, social, donc c'est les HLM essentiellement, les prix à l'achat, et puis le secteur locatif privé, donc c'est... la plupart d'entre vous sont dans le secteur locatif privé, j'imagine, pour ceux qui ne sont pas propriétaires. Alors, dans le secteur, je vais commencer par celui du milieu, les prix à l'achat dans l'agglomération parisienne. Donc 0, c'est le centre de Paris, c'est Notre-Dame. Et vous avez donc ici les différents arrondissements, et puis plus on s'éloigne, les différentes communes de la Petite Couronne et de la Grande Couronne. Et puis le 1 ici, c'est en fait 80 km de Paris. Quelqu'un a dit tout à l'heure 100 km, effectivement, c'est à peu près l'échelle de l'agglomération parisienne qu'on considère. Et entre... Ça, c'est l'état des lieux actuel. Quand vous avez un prix au mètre carré ici, il est à peu près 5 fois plus élevé en moyenne. C'est cette courbe-là qui approxime la moyenne de toutes les agglomérations, avec des pics évidemment dans le 4e arrondissement, le 16e arrondissement, le 7e et le 8e arrondissement. Mais vous avez un écart de à peu près 1 à 5
dans les prix à l'achat entre un village à 80 km de Paris et puis le centre de Paris. Ici, vous avez les loyers au mètre carré dans le secteur locatif privé. Et là, l'écart n'est pas de 1 à 5, mais de 1 à 3. Donc ici, vous avez quelque chose qui va être de 40 à 50 euros le mètre carré. Ici, quelque chose qui va être de 12 à 15 euros le mètre carré. Puis, vous avez le secteur locatif social, qui lui est presque plat. C'est-à-dire qu'un logement social au mètre carré à 80 km de Paris, ou à 30, ou à 20, ou dans le centre de Paris, c'est à peu près la même chose. Donc pour revenir au graphique précédent, vous aviez ces deux courbes de gradient de loyer ou de prix. L'une qui était assez plate, c'est là où c'est contrôlé, c'est régulé, et une qui est beaucoup plus pentue, c'est là où le secteur est libre. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ces deux secteurs coexistent et quelles sont les implications en termes de bien-être de la population. Et je repense à mon exemple des salariés qui font 1h30, 2 heures de transport. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Il me semble que la problématique fondamentale de la gestion des prix de l'immobilier dans une agglomération, c'est un arbitrage entre deux objectifs qui sont contradictoires. Premier objectif, c'est un objectif de non-ségrégation sociale. On sait que si on laisse les prix de l'immobilier se faire tout seuls, les gens qui sont riches, qui sont en emploi et qui ont les moyens de se loger au centre vont se retrouver entre eux. Et puis en périphérie, vous allez avoir les gens qui sont sans emploi, ou avec des salaires faibles, ou avec des CDD. Et ce sont ceux-là qui vont faire des temps de transport élevés pour se rapprocher des emplois, pour pouvoir travailler. Et puis en même temps, vous avez le fait que quand on n'a pas envie de cette ségrégation sociale, qu'est-ce qu'on fait? On fait des logements sociaux, et on les fait au centre-ville, et on les donne à des gens qui n'ont pas les moyens de se loger au centre-ville. Mais quand on fait ça, le mécanisme économique de base qui était rappelé, c'est que les gens qui veulent travailler, qui sont prêts à payer plus pour être au centre. Et donc du coup, vous allez avoir des gens dans des logements sociaux au centre de Paris qui ne sont pas les plus désireux de payer pour être au centre. Ils pourraient se retrouver en périphérie. Et donc du coup, les coûts moyens dans l'agglomération parisienne ou dans n'importe quelle grande agglomération vont être plus élevés du fait que vous avez des gens qui n'ont pas accès au parc privé parce qu'il y a un logement social qui est construit à la place. Vous comprenez, il y a une espèce de substitution parc privé, parc social qui, en l'absence de construction nouvelle, et on va évidemment arriver à cette question, fait qu'il y a cette mésallocation des gens dans l'espace. Vous allez avoir des gens qui sont très bien dans un endroit, mais qui sont en fait pas les plus prêts à payer pour être dans ce logement social. Et du coup, il y a une espèce de compétition pour l'espace qui est le mécanisme fondamental de l'agglomération, de l'économie de l'agglomération. Alors, du coup, on se dit, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce trade-off entre ségrégation sociale et ça va arriver, alors arbitrage entre ségrégation sociale. On voudrait tous une société cohésive, avec des gens de différents niveaux sociaux à différents endroits de la ville, et puis des forces de marché qui font que si on veut se rapprocher du centre pour travailler, prêt à payer plus, ça fait monter les prix. Et en fait, il y a une politique, c'est celle de transport, qui permet de déplacer cet arbitrage qui est ici. Ici, vous avez en fait l'efficacité économique maximale où les prix sont peut-être les plus élevés au centre, mais ceux qui sont prêts à payer pour ça peuvent voyager moins et être près de leurs emplois. Et puis ici, vous avez la société cohésive, mais où vous avez beaucoup de coûts de transport parce que vous avez des gens qui sont obligés de faire de temps de transport élevé. Si vous arrivez à construire des transports publics qui sont fiables et efficaces et réguliers et bien entretenus, vous allez pouvoir déplacer cet arbitrage et avoir un petit peu le meilleur des deux mondes. Alors ça, c'est évidemment l'idéal, puis ça coûte beaucoup d'argent, et c'est ce qu'essaye de faire la Société du Grand Paris en multipliant par 2 la longueur du métro parisien, avec 200 km de construction à horizon de 2020-2030. Avec un coût gigantesque, c'est des milliards, 30, voilà, 25, alors en fait ça descend, ça dépend en fonction des contraintes politiques, et quels sont les effets en fait de ces politiques de transport. Alors je vais vous donner le résultat tout de suite de cette étude, je vous passe sur les mécanismes. Le Grand Paris estime en fait que ces infrastructures vont faire baisser d'à peu près de 3% les coûts de transport généralisés, c'est-à-dire en fait en termes à la fois de fatigue, de temps, de coûts de transport. Et ça, en fait, à population inchangée, ça fait baisser à peu près d'un facteur 2, donc de 1,7%, les prix au centre de l'agglomération. D'accord ? Donc le fait que vous ayez moins de pression foncière par le fait qu'on peut se déplacer plus facilement dans l'agglomération, ça fait baisser, donc si vous faites baisser de 10% les coûts de transport, vous auriez une baisse de 5% des loyers. Ça ne fait pas beaucoup d'emplois. Tout passe en fait dans les gains de bien-être et les baisses de coûts du logement.
Si la population peut augmenter parce que les maires construisent du foncier, ça crée 160 000 à 200 000 emplois sur 20 ans. Alors c'est pas énorme en fait, si vous réfléchissez à la taille de l'agglomération parisienne, c'est 5 millions de personnes qui y vivent. Néanmoins, c'est pas complètement négligeable. Mais la conclusion provisoire ici, c'est que vous avez une politique en fait à laquelle on pense pas, qui permet de faire baisser les coûts du foncier en centre-ville des agglomérations. Et au fond, c'est peut-être ça qu'il faut. Si vous réfléchissez, bien sûr, on a des plans comme le Cellier, on a des plans comme le Borloo qui permettent de financer des constructions nouvelles. C'est très difficile de les cibler. On a des zonages, on va essayer de dire que ça va être plutôt dans les zones tendues et tout. Mais en fait, dans les zones tendues, si elles sont tendues, c'est qu'il y a de bonnes raisons. D'abord, il n'y a pas beaucoup de foncier disponible. La hauteur, on en a parlé. Moi, je suis plutôt favorable à des immeubles plus élevés, mais c'est pas un problème qui va régler tous les problèmes. C'est pas une solution qui va régler tous les problèmes de l'agglomération. Et puis, au fond, sont des politiques qui dénaturent un petit peu le paysage. Donc c'est pas forcément celle que souhaitent les gens. Par contre, acheminer les gens, et surtout j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est pas complètement évident, mais les transports fiables, sûrs, dans lesquels on est à peu près sûr qu'à n'importe quelle heure on peut se déplacer sans risque, je pense que ça fait baisser très très fortement les prix à l'intérieur des agglomérations, et c'est peut-être ça dont on a besoin. Voilà. J'ai 15 transparents qui suivent, et je vais arrêter là pour la discussion. Très bien, bon, donc voilà une solution. J'ai une question qui est celle-là. L'État ne devrait-il pas aider les petites et moyennes villes à augmenter et à améliorer leurs aménités pour qu'elles conservent leur population? Alors pourquoi est-ce que c'est l'État et pas les maires? Alors les maires, on va dire... L'État au sens puissance publique, peut-être, incluant les maires. Voilà. Alors, c'est toujours la même chose. Il y a des forces qui sont décennales, qui portent sur même 20, 30, 50 ans. C'est ces forces d'agglomération. Et ça vient en fait du déclin de l'agriculture et de l'industrie. Il y a moins en moins d'industrie dans les grandes agglomérations. Il y a de plus en plus de services qui représentent, alors je parle sous votre contrôle, 70% de l'emploi en France. C'était 60, 50, 40 les décennies précédentes. Donc les emplois s'agglomèrent dans les grandes villes. Voilà, c'est comme ça. Le télétravail, quelqu'un a posé la question au fond de la salle tout à l'heure, ça résout une partie du problème, évidemment pas la totalité du problème. Est-ce que les gens veulent rester dans les petites villes parce que les aménités vont s'améliorer, parce qu'il y aura un bureau de poste, parce qu'il y aura un meilleur entretien? Ça revient à la question, quelle est la poule, quel est l'œuf? Est-ce que c'est les emplois qui font venir les gens? Est-ce que c'est les gens qui créent des emplois en restant? Moi, je pense que c'est les emplois qui sont la force principale, et après on peut jouer autour de ça, mais il ne faut pas en attendre beaucoup. Voilà. On va pouvoir mettre beaucoup d'argent public pour maintenir des aménités, mais à la fin, cet argent public, peut-être qu'on a envie de le mettre dans la formation, dans l'enseignement supérieur ou dans la santé. Donc je ne suis pas certain que les aménités vont être la solution au problème. Il y a quand même, Laurent Davosier a développé le concept d'économie résidentielle, c'est-à-dire une économie qui ne vit que par la population qui est là, qui a besoin de commerce, de banques, de soins, et un certain nombre de villes touristiques qui accueillent des retraités, etc., vivent de cette économie résidentielle, quoi. Mais à nouveau, c'est pas pour nier qu'il n'y ait pas des marges, évidemment, et il faut les exploiter. Simplement pour vous, je vois que la moyenne d'âge est finalement assez jeune, vous qui allez rentrer sur le marché du travail dans quelques années, vous allez très probablement travailler dans des grandes métropoles, et peut-être pas que en France, ce serait peut-être à Singapour, Hong Kong ou ailleurs. Donc il faut penser que quand vous allez travailler, vous allez vous loger dans des grands ensembles résidentiels qui vont être en fait avec des prix d'immobilier de plus en plus chers, où en fait l'essentiel du prix vient en fait du terrain et de la rareté de ce terrain. Donc c'est ça dans le monde dans lequel on vit, et peut-être que certains d'entre vous auront la chance de rester dans des petites villes à taille humaine, mais la réalité c'est que c'est les grandes agglomérations qui drainent le capital humain. Oui. Oui, il y a un jour, l'hyperloop ne devait pas le jour, Alors l'hyperloop, c'est l'équivalent de la télétransportation, j'imagine, c'est ça, c'est les trains sur rails magnétiques qui vont très très vite. Il y a des laboratoires d'études et d'expérimentation fournis, il y en a un qui avance. Ça, plus la dématérialisation, le fait qu'on puisse travailler plus facilement à distance avec les emails, etc. Ça devrait desserrer la contrainte, et donc ça devrait réduire un petit peu, et peut-être même totalement. Mais est-ce qu'on pourra se téléporter? On n'en est pas encore là complètement. Oui, là-haut. Allez-y de votre voix la plus forte possible.
On n'a pas entendu on n'a pas entendu. Excusez. Pourquoi? Alors, moi, je pense que ça fait quoi une préoccupation qu'on a vue. L'INED, c'est les forces démographiques. Il y a une chose qu'on n'a pas anticipée, je dis nous, mais c'est en fait les experts en démographie, qui est l'augmentation du nombre de divorces et la réduction de la taille des ménages. Et il se trouve qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'est ça la question, mais en tout cas que la taille des ménages a diminué et qu'on n'a pas vu qu'il fallait plus de logements, tout simplement parce qu'il y a des familles qui partagent leurs enfants entre différents logements. Et effectivement, ça peut expliquer une partie de la hausse. Bientôt, on aura à nouveau, une personne, un logement. À nouveau, pensons quand même que tout ça est spatial, c'est-à-dire que l'offre de logement, elle n'a pas réagi dans les endroits où on avait le plus besoin, et à nouveau, ce sont les agglomérations. Où d'ailleurs les gens ont divorcé de façon plus importante. Bon, on va empêcher les gens de divorcer, ça va gagner des mètres carrés. Une remarque par rapport au... Essayez de parler. Je sens qu'il y a une variable qui n'est pas prise en compte dans le projet, c'est la notion d'élasticité du prix dans les fonciers, soit à la hausse, soit à la baisse. Parce que mettre plus de fonciers en mieux... Est-ce qu'on peut repasser les transparents, parce que j'avais un slide là-dessus? Ça voudrait dire que ça marche si l'élasticité du prix des terres agricoles ne va pas à la hausse, pour avoir une baisse plutôt comme ça. Et sur la partie transport, l'amélioration des lignes de transport, on constate. Je pense que c'est le phénomène métropolitain aussi. Dès lors qu'on crée une ligne qui va accélérer et faciliter l'accès au centre, tout le long de cette ligne, le foncier s'envole. Alors, j'ai voulu m'arrêter plus tôt et c'est dommage que je n'ai pas les transparents, peut-être qu'ils vont revenir pendant que je vais parler, mais j'avais deux transparents là-dessus qui sont deux études faites d'une part par mes collègues Tranois et Bonneau et d'autre part par deux étudiants de Sciences Po qui sont Guillaume Chapelle et Jean-Benoît Éméhoud. Les deux disent à peu près la même chose, c'est que l'élasticité de l'offre de logement, de construction, est très différente selon les endroits. Donc dans l'étude de Tranois et Bonneau, ils s'étaient amusés à regarder l'impact du cellier sur les prix du terrain, du foncier, et cette augmentation, en fait, c'est indirectement l'élasticité de l'offre. Et c'était en région PACA et à Paris que le cellier avait conduit à une hausse du prix des terrains de l'ordre de 10 à 15% en fait, ce qui était tout à fait considérable. Et la deuxième étude, donc, sont ces deux étudiants, Guillaume Chapelle et Jean-Benoît Éméhoud, qui ont calculé l'élasticité de l'offre agglomération par agglomération en France, et donc ils ont un joli nuage de points, et les trois endroits où l'élasticité est la plus faible, c'est où en fait l'offre répond le moins au prix, c'est Paris, Lyon, Marseille. Alors, et pour des raisons géographiques aussi, c'est qu'à Lyon, vous avez des collines, c'est pas facile de construire partout, vous avez deux rivières, donc deux fleuves, donc ça empêche de construire. À Marseille, vous avez la mer, donc il y a déjà la moitié qui n'est pas constructible, sauf à construire sur la mer, etc., etc. Et Paris, évidemment, avec le périphérique et les contraintes sur la hauteur. Alors, je suis à nouveau pas un énorme fan de la hauteur des bâtiments, mais je note quand même que le très grand projet qui a beaucoup agité la mairie de Paris, c'était la tour Triangle, qui, à ma connaissance, était construite pour des bureaux. Et donc il y avait quand même un paradoxe, qui était de dire à la fois, on veut contrôler les loyers parce que les loyers sont trop élevés, et en même temps, le grand projet immobilier, c'était de construire des bureaux. Bon, voilà, je soulève le paradoxe. C'est des bureaux. Merci. Maintenant, on va parler plus politique du logement, donc qui est un sujet d'actualité, puisque le gouvernement veut bouleverser la politique du logement, faire ce qu'il appelle un choc d'offres, libérer du foncier, modifier un peu la gouvernance des régions et faire baisser les loyers HLM. Donc le diagnostic de l'équipe de Macron, c'est la France dépense 40 milliards d'euros par an d'aide publique au logement sous plusieurs formes et obtient peu de résultats puisque les prix sont élevés et il y a, je résume et c'est comme ça qu'il le présente, 4 millions de mal logés. Donc Pierre-Yves Cusset va nous faire un peu un état des lieux de cette politique du logement et de son efficacité ou inefficacité. Oui, bonjour à tous. Pareil, voilà, j'attends les slides.
Donc moi, ma thèse, c'est quand même qu'on a une politique du logement qui n'est pas si inefficace. Effectivement, elle est beaucoup critiquée au motif qu'elle coûte cher. Alors justement, combien elle coûte? La politique du logement, c'est d'abord des dépenses. On est à peu près à 42 milliards d'euros de dépenses, donc c'est un peu moins de points de PIB. Et pour moitié, ces dépenses, c'est des prestations de logement, donc en gros des allocations logement. Le reste, c'est de l'aide à l'investissement locatif, l'aide au secteur du HLM, c'est également des réductions d'impôts pour la construction et pour les travaux de rénovation. Mais si on subventionne le secteur du logement, on lui prélève aussi pas mal d'argent. Le secteur du logement, on lui prélève environ 68 milliards d'euros en 2016, dont 23 milliards, oui c'est des recettes, dont 23 milliards d'euros de TVA, 29 milliards de taxes sur les producteurs, pour l'essentiel c'est de la taxe foncière, et puis 10 milliards d'euros de prélèvements relatifs aux mutations, on en parlait tout à l'heure. Et puis c'est aussi la réglementation technique, la réglementation des rapports locatifs, et puis les règles d'urbanisme, j'en parle pas trop, parce qu'autrement je n'aurai pas le temps. Deuxième point, on dit souvent, en France, on ne construit pas assez. Je voudrais relativiser un petit peu cette affirmation. Entre 1968 et 2013, la population a augmenté en France de 28%. Le nombre de résidences principales a augmenté, lui, de 76%. Si on se compare aux autres, on constate qu'on a, pour 1000 habitants, plus de logements que nos voisins. 518 logements en France pour 1000 habitants, 487 en Allemagne, 457 en Belgique, etc. Oui, mais c'est pour 1000 habitants, donc c'est pas la question. Sur l'aspect construction, sur la dernière période, 98-2013, c'est la même chose. On a construit 5,6 logements neufs pour 1000 habitants en France, 4 au Royaume-Uni ou en Allemagne. Seuls l'Espagne et le Portugal ont plus construit. Et l'Espagne, on a vu qu'il y avait une surproduction qui s'était traduite par un effondrement des prix de l'immobilier suite à l'éclatement de la bulle. Je vais comparer deux pays qui me semblent les plus comparables, parce que dans les deux pays, on a une capitale qui concentre l'essentiel, enfin une bonne partie en tout cas, et de l'emploi et de la population. Et puis deux pays aussi qui sont relativement dynamiques d'un point de vue démographique, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, je compare la France et le Royaume-Uni, et on constate que depuis 1980, on a systématiquement construit en France entre 2 et 3 fois plus de logements annuellement qu'au Royaume-Uni. Alors vous allez me dire, ok c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il en région parisienne? Alors c'est vrai qu'en région parisienne, on a construit par habitant à peu près 2 fois moins de logements qu'en province. Mais si on se compare, encore une fois, à des capitales comparables, on s'aperçoit qu'on n'est pas si mal placé. On construit par exemple plus de logements dans Paris Métropole que dans le Grand Londres, et même qu'à New York. Par kilomètre carré, on a déjà dit que la densité de Paris, alors Paris intramuros c'est extrêmement dense, mais même la région parisienne est dense. On a construit 12 logements par kilomètre carré dans le Grand Londres sur la période considérée, contre 33 à Paris Métropole et 25 à New York. Et puis si on regarde les logements neufs pour 1000 habitants, annuellement on en a construit 2,28 à Londres, 3,71 à Paris, 2,37 à New York. Donc c'est vrai qu'à Paris on construit moins qu'en province, mais à Paris on construit plus que dans des capitales comparables. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais il manque de logements sociaux. On a un parc de logements sociaux ou de logements sociaux qui est parmi les plus importants d'Europe. Alors c'est vrai que les pays nordiques ont un parc de logements social plus développé. C'était vrai aussi du Royaume-Uni, mais c'est un parc social qui a tendance plutôt à se restreindre, alors qu'en France il a augmenté très largement. Et sur les dernières années, on a beaucoup construit de logements sociaux. C'est vrai qu'on en a aussi détruit dans le cadre de la rénovation urbaine, mais on a quand même beaucoup construit de logements sociaux. Et même dans la période où la construction s'est un peu affaissée, le logement social a tiré très largement le niveau de la construction en France. Sur le ciblage, parce qu'on dit, oui, mais attention, en France, les logements sociaux ne bénéficient pas aux plus pauvres. Il faut se rappeler qu'historiquement, le logement social n'était pas fait pour loger les pauvres, il était fait pour loger les ouvriers. Il est né d'abord de l'initiative privée, et c'était de l'accession à la propriété dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ce n'est que dans les années 20
que l'État a commencé à intervenir dans le logement social et que le secteur locatif social s'est développé, mais il a fallu attendre 1954 pour qu'il y ait un plafond de ressources qui soit mis en place, et donc pour cibler davantage le logement social sur les plus pauvres. Alors on a des plafonds de ressources qui sont relativement élevés, puisqu'on a entre 60 et 70% de la population qui est éligible au logement social, mais dans les faits, quand on regarde à la fois la population, c'est-à-dire le stock de gens qui sont dans le logement social, et puis les nouvelles entrées, on se rend compte que le logement social se spécialise d'une certaine manière de plus en plus vers les ménages les plus pauvres. Hein, si on regardait les 2 premiers quintiles de revenus, il n'y avait que 52% des occupants des HLM en 92 qui faisaient partie de ces 2 premiers quintiles, donc les 40% les plus pauvres. Et aujourd'hui, c'est le cas de 67% des occupants du HLM. Et sur les entrées, on a un logement sur 4 qui est en mieux-location, qui est attribué à un ménage dont le revenu est inférieur à 20% des plafonds de ressources. Donc on a bien une résidualisation du logement social, c'est-à-dire un ciblage de plus en plus fort du logement social sur les ménages les plus pauvres. Alors on vous a sans doute parlé du mal-logement qui augmentait, puisque vous avez chaque année un rapport de la Fondation Abbé Pierre qui nous dit, avec des éléments tout à fait tangibles et que je ne remets pas en cause, hein, que le mal-logement explose. Il y a plusieurs, et même dans ce rapport, plusieurs conceptions du mal-logement. Si on prend des choses assez facilement mesurables, comme la taille de logement, par exemple, par personne, on s'aperçoit que le nombre de mètres carrés par personne dans chaque logement, il a tendance plutôt à augmenter. On était à 31 mètres carrés par personne en 84, on était à 40 mètres carrés en 2013. Le surpeuplement, alors vous savez qu'il y a des normes de population, enfin pour juger du surpeuplement, on se dit, bah voilà, une famille de 2 personnes doit avoir tant de pièces, une famille de 4 personnes avec des enfants de tel et tel âge, donc il y a des normes qui sont constituées, donc on peut voir si les gens sont au-dessus de ces normes, c'est-à-dire s'ils sont trop nombreux par rapport au logement dont ils bénéficient. En 68, on avait 16% de ménages qui étaient qui étaient surpeuplés, qui étaient dans des logements en état de surpeuplement. C'était plus le cas que de 8% en 2013. Et si on s'intéresse au confort en termes d'équipement, on voit que les logements qui sont sans confort, sans baignoire, sans WC, etc., a largement diminué. Donc l'équipement des logements s'est amélioré, la taille des logements par habitant s'est améliorée. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que le mal-logement ait progressé. En revanche, sur la fraction les plus mal logés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de domicile, c'est pas ceux qui sont forcément à la rue, hein. C'est les gens qui n'ont pas de domicile personnel, donc qui sont effectivement potentiellement à la rue, mais qui sont logés par des tiers, logés en hôtel, logés dans des centres d'hébergement. Là, on a bien une augmentation de 50% de cette population entre 2001 et 2012, qui est largement tirée en fait par des phénomènes migratoires. Donc ça veut dire qu'en gros, on sait bien loger les Français, les gens qui sont là depuis un certain temps. En revanche, on a plus de difficultés avec les nouveaux arrivants, hein, puisque 80% de l'augmentation de l'effectif des sans domicile, ce sont des étrangers en France. On voit aussi réapparaître des bidonvilles, et là aussi, c'est quand même très largement lié à des phénomènes migratoires qui n'existaient pas, en tout cas dans les années 90, début des années 2000, et qui reprennent, et notamment, alors il y a les campements de population rome, mais il y a aussi les cas plus spécifiques de Calais et Grande-Synthe, etc., que je ne développe pas. Et puis il y a effectivement, alors pour le coup là où il y a un vrai souci, c'est dans les DOM, où on a une population qui vit dans le logement en ligne qui est très conséquente, et même dans des bidonvilles, par exemple à Mayotte, c'est une population qui vit dans des bidonvilles qui est très conséquente. Alors, en revanche, on va nous dire, oui mais ça coûte de plus en plus cher de se loger, et là je dirais, oui c'est vrai. C'est vrai, alors donc on a parlé du graphique là, donc le graphique de gauche il a déjà été commenté, en noir vous avez les prix, en bleu vous avez les loyers, et c'est des indices de loyer. Les indices de loyer c'est à qualité constante, ce qu'on appelle qualité du logement, c'est pas juste l'équipement, la qualité c'est aussi la localisation. Hein, donc ça veut dire qu'un logement à qualité, enfin un logement qui est en centre-ville, il a une qualité supérieure, c'est-à-dire qu'en gros il est plus demandé qu'un logement qui est en périphérie. Et donc vous voyez que si l'indice des loyers il a suivi à peu près l'évolution du revenu disponible, en revanche, les loyers moyens, les loyers effectivement payés, ils ont augmenté beaucoup plus vite. D'abord parce que les revenus des locataires ont augmenté moins vite que ceux des propriétaires, et ensuite parce que les locataires se situent de plus en plus dans des logements qui sont au centre des agglomérations,
Souvent, ce sont des plus petits logements, donc le prix du mètre carré est plus élevé, etc. Donc on a des loyers moyens qui ont augmenté effectivement plus vite, ce qui aboutit à ce que, donc je vais commenter très rapidement quelques chiffres de ce tableau, que effectivement l'effort que consentent les ménages pour se loger a augmenté. Donc en moyenne, on est passé d'un taux d'effort de 16% à 18%. Alors ce qu'on appelle taux d'effort, c'est le loyer ou le coût de l'emprunt, ça dépend si on est propriétaire ou locataire, moins les aides au logement, divisé par le revenu du ménage. Donc on est passé de 16 à 18%, ce qui paraît pas énorme sur la période, mais en fait quand on décompose et quand on regarde locataire, propriétaire, et puis surtout en fonction du niveau de vie, dans le premier quartile de la population, c'est-à-dire le quart de la population la plus pauvre, effectivement cette augmentation est plus importante puisqu'on passe d'un taux d'effort de 25% à 31%, et notamment ce taux d'effort a le plus augmenté pour les locataires du secteur libre, puisque le taux d'effort est passé pour ce premier quartile et pour ces locataires du secteur libre de 32% à 40%. Donc effectivement, les gens ne délirent pas quand ils trouvent que c'est cher de se loger, on le voit très bien dans les chiffres. Mais, encore une fois, si on se compare aux autres pays, on s'aperçoit que notre situation est plutôt favorable. Là, ici, c'est un tableau que je reprends d'Eurostat, donc les statistiques européennes, et qui essaie de voir la part des gens qui dépensent plus de 40% de leurs revenus. D'accord ? Donc des dépenses nettes de logement, c'est donc une fois qu'on a déduit les aides. Et en France, alors ça se voit peut-être pas très bien, on est à 5,7%, donc 5,7% des ménages dépensent plus de 40% de leurs revenus. Aux Pays-Bas, je vais donner quelques exemples. Aux Pays-Bas, on est à 15%, au Royaume-Uni à 12,5%, et même en Allemagne, dont on nous dit que les locataires bénéficient de loyers peu élevés, et puis qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est pas très dynamique d'un point de vue démographique, et ben le taux d'effort, la part de ceux qui dépensent plus de 40%, il est à 15,6%. Donc vous voyez que c'est vrai qu'on a une dépense de politique de logement on a une politique de logement qui coûte cher, en gros, quoi. On a 20 milliards, 18 milliards, disons, d'aide au logement, mais ça quand même solvabilise les gens et ça permet de limiter ce fameux taux d'effort à un niveau qui est plutôt raisonnable en comparaison internationale. Du coup, ma conclusion, c'est que, alors finalement, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de critiques sur la politique de logement, ça n'a pas été le cas, donc ça tombe un peu à l'eau, là, ce que je veux dire, mais enfin, disons que dans le débat, elle est beaucoup critiquée au motif qu'elle coûte cher. Il faut savoir que ce qu'on appelle politique de logement en France, ça recouvre en fait des objectifs assez variés. Et finalement, je me demande si on ne lui demande pas un peu trop. La politique du logement, c'est d'abord une politique sociale, c'est vrai, on soutient les revenus modestes, on les aide à se loger, bon, très bien. Mais c'est aussi une politique de l'emploi. Quand on fait du CELIE, du FLO, etc., c'est-à-dire qu'on aide les gens à investir pour développer le secteur locatif, on fait aussi ça pour que l'emploi dans le secteur du bâtiment se développe, ou en tout cas ne diminue pas. Et dès qu'on voit le taux des constructions diminuer, boum, on remet une petite aide de défiscalisation pour relancer le secteur du bâtiment. C'est aussi de la lutte contre le travail au noir. J'ai parlé de la TVA à taux réduit. Pourquoi on fait de la TVA à taux réduit dans le bâtiment? C'est parce qu'on sait que c'est assez facile de faire les travaux au noir. Donc pour éviter cela, on met une TVA pas trop élevée pour que la différence entre le noir et le pas noir, disons, soit pas trop importante. C'est aussi une politique de l'environnement. On donne des prêts, des éco-prêts. Donc on aide les ménages à, par exemple, mieux isoler leur logement. On met des normes thermiques plus importantes. Et puis c'est une politique de cohésion. On n'a pas parlé de la loi SRU, mais enfin on aurait pu en parler. On a parlé du logement social. Oui, la loi de solidarité et renouvellement urbain. Monsieur Valls, à une époque, avait parlé de politique de peuplement. Donc on cherche à éviter la ségrégation sociale, ou ethnique d'ailleurs. Il faut savoir qu'on peut se donner les outils, mais c'est pas très simple, parce que les gens, on ne peut pas les attacher à leur logement, et s'ils ont envie de partir de ce logement, ils partent. Il faut se souvenir que dans les grands ensembles qui sont aujourd'hui, puis depuis quelques années, très décriés, dans les années 60, quand on a construit ces grands ensembles, c'était pas du tout des endroits de relégation, c'était des endroits où il y avait à la fois de la copropriété et du logement social, et au sein du logement social, il y avait du logement social de différents niveaux de gamme qui permettaient de loger des gens qui étaient à la fois des cadres, des ouvriers, des employés, etc.
Et puis, l'évolution, le désir des gens de partir dans le pavillonnaire et puis les problèmes d'insécurité, etc., ont fait que les gens ont fui ces quartiers et du coup, ils se sont spécialisés dans la pauvreté. Mais donc, la politique de peuplement, le fait de vouloir faire la mixité, c'est pas du tout facile, sauf à vouloir vraiment restreindre considérablement la liberté de circuler, la liberté d'habiter des gens. Je vous remercie. Très bien, bon, on arrive au terme des exposés. Est-ce qu'il y a des questions? On en a un petit peu dépassé. Oui. Là, j'ai une question. Pensez-vous que la baisse des loyers sociaux demandés par le gouvernement va faire baisser la construction des logements sociaux en France? C'est ce que nous dit le secteur HLM. Ben, moi, je ne vois pas comment ça peut ne pas baisser, puisque ce que dit le secteur HLM, c'est que la baisse d'1,5 milliard qu'on leur réclame, c'est 8% des loyers qui touchent, mais c'est 60% de leur résultat, de leur bénéfice final, qui donc réinvestit, puisqu'ils n'ont pas le droit de distribuer de dividendes, qui est réinvesti dans la construction ou la rénovation des logements. Donc je ne vois pas comment ils peuvent ne pas ralentir la cadence. Alors je sais qu'il y a... De toute façon, c'est un bras de fer qui a lieu en ce moment entre le secteur HLM et le gouvernement. La messe n'est pas complètement dite. Ça, on le saura à la fin de l'année, quand la loi de finances pour 2018 sera votée définitivement. Oui. Oui. Alors, concernant les HLM, si je peux me permettre une réflexion, déjà, si on a arrêté d'avoir 1 million d'organismes HLM, c'est que ça nous coûterait moins cher. Ça, c'est un truc personnel. Mais j'aimerais savoir, en fait, est-ce qu'on a mesuré, parce que ça, on en parle beaucoup des APL en ce moment, etc. Est-ce qu'on a mesuré l'impact des APL sur la hausse des loyers? Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation? Est-ce que c'est corrélé? Et est-ce que, voilà, parce que moi j'aimerais bien savoir un petit peu, parce qu'on en parle beaucoup des APL, est-ce que ça a vraiment fait un effet d'aubaine pour les propriétaires qui sont servis pour augmenter massivement les loyers? Est-ce qu'au contraire, ça a servi d'amortisseur? Enfin, voilà. Ouais, alors, oui, alors c'est un débat chez les économistes. Je répète la question pour que les gens... C'est vrai qu'aujourd'hui, on dépense 18 milliards d'aides personnalisées au logement qui sont distribuées pour l'essentiel aux locataires, qui sont distribuées quand même à 55% aux locataires du parc privé et à 45% aux locataires du parc social. Donc la question, c'est est-ce que cette solvabilisation des locataires fait monter les loyers? Oui. Qui est un des arguments du gouvernement pour dire il faut il faut tailler dans les aides au logement. Donc sur cette question très précisément, il y a eu plusieurs études qui malheureusement ne donnent pas exactement le même son de cloche. Les premières études ont montré au moment de ce qu'on appelle le bouclage des aides, c'est-à-dire notamment le fait que les étudiants ont pu avoir accès aux aides au début des années 90. On a vu un effet effectivement inflationniste sur notamment les plus petits logements. On l'a comparé comme ça, le loyer des plus petits logements, bon, etc. Ça paraît assez solide. Il y a une étude qui n'est pas réellement publiée, en tout cas pas dans sa dernière version, qui donne plutôt des arguments qui remettent en cause cette étude, en disant en fait on a mal calculé l'évolution de la qualité, parce qu'encore une fois, pour calculer un effet inflationniste, il faut raisonner à qualité des logements constantes, et notamment localisation du logement. Donc la dernière étude en date, elle a plutôt tendance à remettre en cause cette étude de fac, typiquement. Il y avait une autre étude très bien, mais bon, peut-être que Étienne en parlera, qui reposait sur une autre méthodologie et qui n'est pas discutée par la toute dernière étude dont j'ai parlé. Donc disons que pour l'instant, le consensus va plutôt dans le sens d'un effet inflationniste, même s'il n'y a pas un consensus total sur cette question. La question, en fait, c'est que c'est très difficile d'avoir un effet, de mesurer un effet. Effectivement, donc les sciences sociales sont compliquées, c'est des données qui ne sont pas toujours fiables. Quand elles le sont, elles ont des erreurs, etc. C'est vrai que le consensus, c'est plutôt qu'il y a un effet inflationniste, mais ça ne tient pas bien compte des effets de qualité. Mais la charge de la preuve incombe à ceux qui pensent que l'effet qualité enlève l'effet inflationniste. Et pour l'instant, ce n'est pas encore complètement démontré, effectivement. L'étude de 2 personnes de l'INSEE, mais qui était une étude scientifique tout à fait publiée dans une revue scientifique, avait un moment, dans une version intermédiaire, une séparation entre l'effet inflationniste pour le parc HLM et l'effet inflationniste dans le parc privé. Et c'est pas très surprenant, mais l'effet inflationniste était un tout petit peu plus élevé dans le parc HLM, mais c'était retiré de la version finale. Non pas qu'il y ait eu censure, mais que peut-être c'était tellement, disons,
sensible politiquement de savoir que les organismes HLM pouvaient ajuster les loyers en fonction du plancher des aides, que finalement il valait mieux que ça soit solide et robuste. Et donc dans la version finale, à ma connaissance, ça n'y est pas, mais il y a un élément, mais c'est pas très étonnant. Quand vous avez des ménages, et c'est à ça que servent les APL, ça solvabilise une demande. Donc, quand vous avez des ménages pauvres, dont une personne est au chômage, l'autre personne a un salaire modeste, qui est dans le parc social, le fait d'avoir une aide APL avec un niveau maximal, forcément aide les loyers à augmenter, ça aide aussi à rénover. Donc, voilà, et ça aide aussi les propriétaires en fait à créer des logements supplémentaires. Donc c'est une question très compliquée. Mais je pense que l'effet inflationniste est quand même assez fort. Oui, sur cette question, en fait, j'ai publié un petit article dans une revue en ligne qui s'appelle Politique du logement. Il faut distinguer les travaux appliqués et théoriques. Les travaux appliqués, ils ont tous des faiblesses, malheureusement, méthodologiques, de données, etc. Et c'est parce qu'on ne met pas assez de moyens pour faire mieux. Edmond Molinvaux disait un jour, si on dépensait le 10 millième de ce que coûte une politique publique, on aurait des politiques qui seraient mieux évaluées. Et je pense qu'il s'est trompé, Molinvaux. C'est pas le 10 millième, c'est le 100 millième. Quand on a une politique qui coûte 42 milliards par an, si on mettait 420 000 euros par an pour l'évaluer, eh bien, on aurait probablement des évaluations meilleures. Donc, c'est pas la faute des chercheurs, c'est la faute des pouvoirs publics qui ne mettent pas assez. Et alors, quand les aspects statistiques sont un petit peu insuffisants et effectivement controversables, il y a quand même la théorie. C'est-à-dire que mettre des APL, ça crée un choc sur la demande, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plus de demandes et c'est un des buts qui est visé. Si l'offre ne réagit pas suffisamment, à ce moment-là, ça entraîne forcément une augmentation du prix. Or, on a, ça a été un peu cité par Étienne tout à l'heure, plusieurs études qui montrent qu'en France, et c'est plus général en Europe, l'offre réagit assez lentement. Donc ce que nous dit la théorie, c'est si un choc de demande sans qu'il y ait une réaction suffisante de l'offre, il y a automatiquement une augmentation du prix, au moins à court terme. Et la théorie rajoute qu'à long terme, si effectivement l'offre suit l'offre, ce choc devrait s'atténuer, voire disparaître. Très bien, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça Et à l'année prochaine.